Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief. L'année 2018 a été riche en événements en ce qui concerne le dossier du Sahara marocain. 2 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, 2 tournées de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU et surtout une table ronde réunissant pour la première fois dans une même salle les 4 parties du conflit que sont le Maroc et l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie. Le second round de cette table ronde est prévu pour ce premier trimestre 2019, mais rien ne filtre encore pour l'instant. Plusieurs événements se sont cependant produits en relation avec cette question du Sahara. Les manœuvres du militaire du Polisario dans la zone déclarée militarisée à Mijek, à l'est du dispositif de sécurité, la signature de l'accord agricole, finalement, hier à Bruxelles, entre Rabat et l'Union européenne, et le récent rapprochement entre Algérie et Afrique du Sud pour soutenir le Polisario. Nous en parlerons avec nos invités. En seconde partie et en actualité internationale, c'est le vote du Parlement britannique contre l'accord du Brexit qui retient l'attention. Les députés anglais ont rejeté par 432 voix contre 202 l'accord très difficilement conclu dans la douleur entre Londres et Bruxelles sur le Brexit, plongeant ainsi le gouvernement, la société et l'économie britannique dans l'inconnu, et un peu aussi l'économie européenne. En effet, l'Union européenne est intraitable et ne veut rien renégocier. Les Brexiteers sont aussi intraitables aux conditions imposées par Bruxelles et Theresa May ne sait plus comment traiter cette question. Avec nous pour parler de ces 2 thèmes, Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Aziz Saïdi, vous êtes directeur de la rédaction de la Tribune Afrique. Et Driss Aissaoui, vous êtes analyste politique. Merci messieurs, bonjour et merci d'être là. Merci à vous. On avait pensé que les choses semblaient aller dans le bon sens après la réunion de Genève, dont je parlais à l'instant, mais on avait pensé seulement. Le Polisario a repris ses manœuvres militaires là où c'est interdit, alors que le Maroc poursuit tranquillement son chemin avec Bruxelles. Alors Naïm Kamal, on commence par vous, comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement à Mijek ? La fin d'un parcours d'abord, c'est-à-dire que entre le recours devant le tribunal européen en première instance, puis en appel, puis tout le processus d'après, puis toutes les négociations, puis tous les chants qui nous ont été chantés sur l'illégalité, voire l'illégitimité de l'activité économique du Maroc au Sahara, l'Union européenne vient de dire d'une façon des plus solennelles que tout cela n'est que verbiage, qu'il y a quelque chose qui... Alors, je vous arrête si vous permettez, on va parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé à l'est du dispositif ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a signé un accord. Non, je parle du Sahara, à l'est du dispositif de sécurité. Il y a eu des manœuvres militaires. Je croyais que c'était on parlait de l'accord de paix. On y arrivera. Ne vous en faites pas, on y arrivera. Non, ce qui s'est passé au Sahara, on est dans le schéma habituel. C'est-à-dire qu'il y a des provocations, des tentatives d'infiltration dans les zones tampons. Là, on les a couverts pour, soi-disant, une vaine tentative d'intimider le Maroc, de manœuvres à balles réelles, ce qui est grave, ce qui est vrai, mais c'est loin d'intimider le Maroc, il en faut beaucoup plus. Je pense, oui. Et le Maroc a dénoncé. Bien sûr, il y a le contexte international, il y a ce terrain perpétuellement en progression au profit ou en faveur du Maroc sur le plan diplomatique. Ce n'est pas toujours facile, mais avancer après avancer, et ils essayent de limiter la casse. Il y a également, il ne faut jamais l'oublier, qu'il y a des problèmes de contestation dans les camps de Tindouf. Et parfois, ces démonstrations, soi-disant, entre guillemets, de force, parce qu'il en faut un peu plus pour dire que c'est vraiment des démonstrations de force, parce que la force n'est pas entre les mains du Polisario, quelle que soit la nature de ces manœuvres. La force est ailleurs, on sait où elle se trouve, et on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en Algérie. Et ces démonstrations, c'est pour dire à l'opinion publique, entre guillemets, qui se trouve dans les camps de Tindouf, que nous sommes toujours dans le combat, qu'il y a toujours de la détermination, essayer de remonter au moins à ceux qui les soutiennent le moral pour leur donner une raison supplémentaire de faire face à la contestation et essayer à ce que la contestation ne puisse pas progresser pour gagner un peu même les rangs des carrés rapprochés de la direction du Polisario. Donc on en est là, c'est devenu aujourd'hui un scénario classique. Chaque échéance, le Polisario, Alger derrière lui, a besoin d'entretenir médiatiquement
l'existence de son projet hégémoniste pour la région. Attention, en prenant garde à ne pas aller dans les contrées qui ont été citées dans les résolutions. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas Tifariti, c'est pas Bir el-Helou, c'est pas Galgalat. Oui, donc on n'a pas cité Belgique, on va aller à Belgique. Si, en l'occurrence, ça a été aussi Galgalat. En plus des manœuvres militaires à l'est de la zone tampon, à l'est du mur. Et aussi, il y a eu une troisième manœuvre qui a été dénoncée par le courrier de Ammar Hilal, qui a trait à une administration qui a été déplacée dans la zone est à l'est du mur. D'accord. Mais ces trois manœuvres sont en porte-à-faux par rapport aux dernières résolutions et par rapport aux invectives de l'ONU. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces manœuvres et pourquoi maintenant? J'ai envie de dire que c'est devenu un rituel à la veille à chaque fois d'échéances importantes. Non, mais qu'est-ce qu'ils en attendent au juste, les gens du Polisario? Les résolutions sont claires, il y a les États-Unis qui sont là pour faire avancer les choses et vite, l'ONU qui fait avancer les choses et vite, ils s'aborder ces résolutions. Non, mais d'abord c'est comme ça qu'on fait. Non, mais d'abord, comme disait Sinaïm, ça vise d'abord le front intérieur. Parce que comme il y a des dissensions en interne, le fait de se montrer actif à travers des manœuvres tend à m'envoyer un message à la base en disant on est encore là, on est encore combatif. C'est quoi ces dissensions qu'il y a à l'intérieur Des dissensions qui sont importantes sur la ligne politique même du Polisario et sur aussi, il faut le dire, sur les aides financières et alimentaires qu'ils reçoivent. Et on a parlé dernièrement de la dotation en carburant que reçoit le Polisario de la part de l'Algérie et qui servirait en fait justement à maintenir un clan plutôt qu'un autre au sein du Polisario. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une contestation qui est en train de se focaliser sur le train de vie de la direction du Polisario, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche globalement à la nomenclatura qui gouverne le Polisario, pas la Tindouf, parce qu'il n'en est pas question, qui gouverne le Polisario, qui sont tout le temps à l'étranger, qu'ils ont un train de vie d'un standing très élevé, pendant que le reste de la population croupie dans la misère et pratiquement dans la famine parfois, et également dans la répression. On leur reproche d'être tout le temps, d'occuper les postes, ce qu'on appelle entre guillemets les ambassades, d'être perpétuellement en voyage, et ça crée beaucoup de tensions parce que la population est fatiguée. Ça fait 40 ans, on l'oublie. Ça fait 40 ans, c'est une vie, 40 ans. C'est-à-dire que les gens... 43 ans, parce que 3 ans, c'est important pour des gens qui vivent dans ces conditions. Les enfants qui sont nés avec la marche verte là-bas, ils ont aujourd'hui 40 ans, ils sont peut-être parents et bientôt grands-parents. Beaucoup de ceux dont Mohamed Ibn Abdelaziz qui sont partis, qui étaient les instigateurs ou les activistes de ce mouvement, sont morts ou sont en train de mourir. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a un bouleversement démographique, un bouleversement des mentalités, sans compter que la conjoncture internationale, qu'elle soit politique, économique ou idéologique, a beaucoup changé entre 1976, disons, qui a prévalu jusqu'au milieu des années 90 et aujourd'hui. Et tout cela travaille la population. Alors pour cimenter tout ça, qu'est-ce qu'on dit? On va attaquer le Maroc. Le truc classique. Le truc classique. Il y a aussi les jeunes qui ont été faire des études à l'extérieur, qui sont partis et en même temps, pour braquer, vous savez, le meilleur moyen de braquer les projecteurs des médias sur un phénomène, c'est de créer un faux mouvement, une fausse action, un acte qui puisse justifier qu'un journaliste se déplace, qu'un journaliste aille prendre des photos, qu'il puisse prendre son stylo ou son computer pour écrire. Ils sont aujourd'hui dans cette logique. Et en même temps, pour dire qu'on est prêt pour le pire. Alors, pour rebondir à ce que vous dites, Driss Aissaoui... Il n'a rien dit depuis tout à l'heure.
Oui, il était en train d'attendre. Bon, on y arrive. Vous écoutez religieusement. Merci. Bien, alors, vu ce que vous avez parfaitement écouté, assimilé, comment ça va se passer pour cette deuxième table ronde? Parce qu'il était question à la première, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, ça s'est passé dans un climat de courtoisie, de convivialité. Bon, le ministre algérien avait dit ce qu'il avait dit, c'est-à-dire, bon, on est là pour rigoler, ça a été dit quand même. Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, avait bien précisé comment il ne fallait pas se réunir pour se réunir. Alors, comment vous voyez maintenant, avec ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui vient d'être dit autour de la table, comment vous voyez ce deuxième round? Je pense que le premier round, c'était connu, c'était un tour de piste pour voir un peu, pour tester les dispositions des uns et des autres. D'abord parce qu'il y avait des choses importantes qui étaient faites. Du côté marocain, nous avons des représentants des populations des provinces sahariennes qui étaient présentes. Et elles ont eu droit à la parole. Elles ont parlé. Du côté du Polisario, ce sont des représentants de la structure, la technostructure. Du côté de l'Algérie, il y avait bien entendu le ministre des Affaires étrangères et qui prend les choses un peu à la légère, pour ne pas dire par-dessus la jambe. Pour lui, c'est-à-dire que nous, on est là sans être là. Alors, la deuxième phase, mais je pense que là, il faut regarder cette deuxième phase comme étant importante. Cette deuxième session de cette table ronde, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle viendra très certainement juste à la veille de la réunion du Conseil de sécurité, parce qu'on avait donné un terme pour pouvoir revenir. La mission de la MINURSO a été reconduite justement pour cela, et il faut qu'on puisse avancer. Avancer dans quoi? Avancer dans des pourparlers, parce que tout l'exercice consiste à mettre les parties prenantes dans une disposition d'esprit qui leur permette de dialoguer, de parler sur un plan politique et de rechercher les solutions sous l'égide des Nations Unies en recherchant des solutions acceptables par le Maroc, par l'Algérie, par la Mauritanie, etc. et pour pouvoir justement avancer. Ça, c'est le mandat des Nations Unies et c'est ce que le secrétaire général souhaite faire. Alors, ce que nous espérons, c'est-à-dire aujourd'hui, le Maroc, il est droit dans ses bottes, il sait là où il est parti, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Maintenant, il faut aussi que de l'autre côté, on puisse montrer autant de bonnes dispositions d'esprit pour pouvoir avancer. Ça, c'est des hypothèses que l'on peut émettre maintenant. Il n'y a pas eu d'évolution. Ce qu'on a vu, c'est ce qui a été dit depuis le début de cette émission, à savoir la tentative du Polisario de vouloir montrer qu'ils sont toujours là. Et ça, c'est une technique qui est connue de lobbying. Ils maîtrisent d'ailleurs. C'est ce que disait Naïm il y a un instant. De propagande. C'est de la propagande. Et on essaie d'imposer ce point de vue, de dire qu'on est toujours là. C'est un discours adressé à l'intérieur des camps. Au niveau de l'Algérie, bien sûr, parce que ça flatte leur ego. Et le Maroc est là, il a fait le nécessaire. Le travail a été fait par la diplomatie marocaine. Et on attend. On est obligé de rester dans l'expectative en attendant. Parce que, vous l'avez dit au début de l'émission, en introduction, rien ne filtre. Et c'est tant mieux. Quand on négocie, il vaut mieux rester dans des dispositions où on ne fait pas filtrer d'informations aussi stratégiques que celle-là et rester dans cette discrétion qui permet au dossier d'avancer, parce qu'une position de départ dans une négociation n'est pas nécessairement ce qui va être fait à la fin. N'est jamais. Et généralement, quand on est dans une logique de négociation, on lève la barre le plus haut pour ensuite faire les compromis nécessaires, mais nous avons un cadre. Le cadre, il est tracé par les Nations Unies. On ne va pas sortir de ce cadre-là. Oui, mais pourquoi? Ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il y a des manœuvres qui sont faites dans une zone tampon, dans une zone où ils ne devraient pas se trouver. Ils sont à Tindouf, ils peuvent aller faire leurs manœuvres là où ils veulent. Comment vous expliquez que l'ONU ne réagisse pas? Le porte-parole de l'ONU n'était pas tout à fait dans le coup, on va dire. Je crois que l'ONU n'est pas encore outillée. D'abord, on a l'habitude avec Dujarric. Ce n'est pas nouveau. Stéphane Dujarric, c'est le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Mais c'est lui, c'est Dujarric. Oui, tout à fait. Oui, c'est le porte-parole. Quand il a parlé, quand il y avait la grande crise de Guergueres, il a dit la même chose. Puis il a dit se déjuger lui-même, venir dire « Ah non, si, il y a viol ». Ce n'est pas la première fois que ça se passe.
Donc il faut nommer. Et à un moment donné, il va falloir poser des questions. Il a même remis en cause le fait qu'il y ait eu une incursion, qu'on a justement tiré. C'est-à-dire, il l'a dit. Il a dit qu'on n'a pas de preuves concrètes pour l'instant. D'ailleurs, ces manœuvres, je crois que la presse algérienne a gonflé les choses. Comment dirais-je, a travaillé dessus, a véhiculé. Elle a fait état. Il a véhiculé et on vient nous dire qu'il n'y a rien. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut clarifier. D'accord. Alors, de deux choses l'une, où il y a anguille sous roche, il va falloir sortir l'anguille pour voir ce que c'est, et où on a voulu calmer les esprits, peut-être parce que, entre-temps, probablement, d'autres choses sont venues permettre, d'ailleurs, on le voit, même le Maroc n'a pas voulu réagir. À mon sens, il y a aussi la volonté du secrétariat général et du porte-parole de ménager le chou et la chèvre et de préserver les chances pour des négociations et pour ce qui peut venir. Après, maintenant, à un moment donné, il y a des résolutions, il y a des engagements qui ont été pris par le Polisario. S'ils ne sont pas respectés, toute crédibilité pour un dialogue ou pour faire avancer le dossier est caduque. C'était pas pour faire aussi une pression, Naïm Kamal, sur l'Union européenne. Donc tout à l'heure, vous en parlez, allez-y. Il s'est passé quelque chose d'important quand même. Oui, non, mais si vraiment ça leur pensait, c'est qu'ils sont à côté de la plaque, totalement. Le processus, au moment où les manœuvres ont eu lieu, était en train d'aboutir. Et ce n'était pas vraiment le moment de croire qu'un quelconque événement pouvait influer. Alors c'est quoi justement cet accord qui a été signé, qui a été paraphé déjà il y a 6 mois? Je reviens à ce que j'ai dit au début. Oui, je vous l'avais promis, donc je tiens mes promesses. Non, mais bon, je l'ai dit, je crois le communiqué l'a très bien dit, c'est, disons, l'échec de la stratégie de déplacement de la discussion de l'affaire du Sahara du terrain purement diplomatique sur le terrain juridique et de droit international, sur la base du principe que le Sahara, les provinces du Sud, ne sont pas sous souveraineté marocaine, ne sont pas reconnues comme telles, et qu'en conséquence, le Maroc n'est pas habilité à les exploiter et à les mettre en valeur, et ce qu'ils assimilent, eux, à la spoliation de biens des Sahraouis. Et qu'il faudrait, avant tout accord, que les représentants, on en a déjà beaucoup parlé, légitimes et uniques, qu'ils se prétendent des Sahraouis, disent son mot et soient autour de la table des négociations. Dans cet accord, on précise clairement du Cap Spartel au Cap Blanc, c'est-à-dire du nord au sud du Maroc. Au sud du Maroc, ce que finalement l'Union européenne a rejeté. Aujourd'hui, l'interlocuteur, c'est quoi le communiqué du ministère des Affaires étrangères est clair. L'interlocuteur, c'est Rabat. Et nulle part ailleurs. Et tous les produits, qu'ils soient de pêche, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient industriels, qu'ils soient de confection qui est faite sur place, sont commercialisables en Europe, avec les mêmes préférences que celles aux autres produits des autres régions. Vous vouliez rebondir, mais avant, je voudrais... Juste pour expliquer une chose. Pourquoi il y a eu ce vote massif? Pourquoi c'est passé? Parce qu'en fait, c'est un long processus de négociation, ça ne date pas d'hier. 2 ans. Voilà, 2 ans, ce n'est pas simple ni facile pour 2 grandes entités. Il y a le Maroc comme partie prenante et il y a l'Union européenne avec les 27. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui a prévalu. Vous savez que pour la pêche, pour l'agriculture, pour le partenariat, il y a un certain nombre de conditionnalités qui encadrent d'abord l'action de négociation sur l'espace économique européen, et il y a aussi une conditionnalité qui est donnée par le Maroc. Pour ce qui est de l'agriculture, nous sommes partenaires sur un certain nombre de produits pour lesquels nous nous sommes engagés vis-à-vis de l'Union européenne à investir pour des quotas, pour exporter des quotas, pour faire des produits
destinés spécifiquement au marché européen. L'Europe le sait et ils nous ont accompagnés dans ça. Pour la pêche, la même chose. L'Europe aujourd'hui est en train de mettre une grande régulation au niveau du secteur de la pêche pour sa durabilité. Et on est en train de l'appliquer au niveau européen. Comment voulez-vous que l'Union européenne applique ça dans son territoire et ne le respecte pas pour le cas du Maroc? Ils l'ont fait. Il y avait un autre engagement de la part du Maroc, à savoir que tout ce qui touche à ces activités économiques doivent profiter aux populations. Ils se sont rendus compte. Je vous interromps juste pour une précision. Est-ce que quelqu'un a dit à l'Union européenne qu'au-delà de la traçabilité des produits, etc., le Maroc a mis depuis 2-3 ans quelque chose comme 70 milliards de dirhams, 80 milliards de dirhams? Ils le savent. C'est bien plus que... Ils le savent. Il y a eu des commissions qui sont venues sur place. Absolument. Écoutez, dès le départ, le roi a été clair dans un discours, je crois que c'était à l'occasion de la fête du trône, quand c'était l'histoire de 7 dirhams pour... Un dirham engrangé par le Sahara. Par le Sahara. C'est 7 dirhams investis par le l'État gouvernement. central. L'État central investissait 7 dirhams. Donc, s'il y a un milliard, le budget de l'État mettait... C'est-à-dire que le Maroc n'est pas dans une logique ni de spoliation, ni d'exploitation effrénée des ressources, pas du tout. Ils se sont rendus compte. Nous avons un plan de développement intégré pour toute la région. Et la région est donnée comme un exemple de la régionalisation avancée qui doit réussir. Il y a un package budgétaire qui a été mis en place, il y a des outils, il y a une réflexion à laquelle les populations sahraouies ont été associées. Donc sur ce plan-là, l'Europe ne pouvait que tenir compte de toutes ces considérations, inscrivant le partenariat avec le Maroc dans une logique d'ensemble. On n'a jamais négocié la pêche à part, l'agriculture à part. Et il y a l'aspect, bien entendu, sécuritaire, il y a l'aspect de partenariat, la question, le dossier migratoire, qui est un grand dossier. Il nous reste quelques instants avant la pause. Aziz Saïdi, l'Europe, dans ça, elle fait de la réelle politique, elle fait de la politique, elle fait quoi au juste? Elle fait de la politique, enfin, elle fait de la réelle politique, elle fait de la politique, c'est normal, mais l'Europe a ses intérêts. Et comme dit Saïdi, justement, le partenariat avec le Maroc, c'est quelque chose de séculaire, c'est quelque chose qui a pris corps et qui a grandi petit à petit. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, du fait que ça avait commencé avec de l'expertise technique, puis c'est parti vers plein de dossiers. Et le Maroc aujourd'hui est un partenaire incontournable pour l'Union européenne, que ce soit sur la question migratoire, que ce soit sur la question de la sécurité, que ce soit sur le point de vue purement économique, puisque le Maroc... La visite de Mogherini qu'on est en train de voir sur les images n'est pas un hasard. Au lendemain de la signature, elle était là. Le jour même. Le jour même. Pour fêter ça. Non, pas pour fêter, c'est pour mettre en perspective tout ce qui a été fait. Très bien. C'est pas fortuit. Mais en plus de l'intérêt européen de maintenir ses relations avec un partenaire privilégié tel que le Maroc, il y a aussi des questions qui sont... Enfin, on parlait tout à l'heure du droit de bénéficier des richesses de la région des provinces du Sud. Il ne faut pas oublier que le Maroc a mis en avant, par exemple, juste avant, à travers une pétition qui a été signée par les élus locaux des provinces du Sud, et qui démontre que ces gens représentent les populations locales. Ils ont été élus à travers des élections libres. Est-ce qu'on a la même chose de l'autre côté? En plus, on a je parle même absolument pas. C'est très important, absolument pas contester, parce qu'ils auraient pu jouer, même pas. Donc là, c'est reconnu. Quelque part, on les reconnaît, ces élus. Et au-delà du statut juridique du Maroc en tant que puissance administrante des provinces du Sud, il y a aussi le fait que la Cour de justice européenne a aussi débouté le Polisario en tant que représentant des populations sahraouies, et donc il n'avait aucun mot à dire sur les accords, sur l'accord agricole. Maintenant, bien sûr, ils vont toujours réagir parce que renvoyer encore une question à la Cour de justice leur permettra de gagner du temps et de mettre un bâton dans les rues encore une fois. Ce sera un combat d'arrière-garde. Exactement. Mais de toutes les manières, si vous vous rappelez, qui c'est qui a introduit le recours devant la Cour la Cour européenne de justice? C'est un conglomérat, c'est la Comadère. C'est les représentants pas la France. Là, même les Marocains
Du côté marocain, c'est le secteur privé qui est monté au créneau, la Comadair pour le développement rural, etc., qui ont payé des avocats de leur propre denier pour aller défendre leur beefsteak. C'est la vérité. Ils ont dit, voilà ce que nous avons fait et voilà les raisons juridiques pour lesquelles le Maroc est dans son bon droit. Alors, Driss Aissaoui, on reste avec vous. Horst Köhler est allemand. L'Allemagne vient d'adhérer au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne est aussi l'un des pays les plus importants, sinon le plus important de l'Union européenne. Sans que l'Union européenne entre dans la résolution de ce conflit, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on peut faire une articulation de ces faits-là? Vous y répondrez en deuxième partie. On arrive à mi-émission, nous nous retrouvons dans quelques instants. Merci. Bonjour, nous reprenons la deuxième émission du débrief et nous discutions en première partie des derniers événements qui ont marqué le dossier du Sahara marocain. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, Aziz Saïdi, directeur de la rédaction de la Tribune Afrique, et Driss Aissaoui, analyste politique, avec qui nous étions juste avant la pause, sur l'Allemagne qui a pris position, l'Allemagne qui est un pays important de l'Union européenne, l'Allemagne qui est aussi le pays dont l'actuel envoyé personnel du secrétaire général, donc Horst Köhler, et l'ancien président. Est-ce qu'il peut y avoir une articulation de tous ces événements à la lumière de ce qu'on disait sur les différentes mascarades, on va appeler ça, que fait le Polisario dans la zone à l'est du dispositif de sécurité? Bon, il y a la logique de fonctionnement du Conseil de sécurité qui est aussi encadrée par les textes fondamentaux des Nations Unies et qui lui donne un certain nombre de prérogatives. Mais il y a surtout, si vous voulez, la ligne de conduite qui a été, depuis le départ, écrite par le nouveau secrétaire général des Nations Unies. Si on peut l'appeler ainsi, maintenant il commence à devenir ancien. Donc, le secrétaire général des Nations Unies, qui est véritablement décidé. Je pense que le message a été envoyé même du côté des Nations Unies. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument faire de 2019 le début d'un processus, un réel processus de règlement de cette histoire qui n'a que trop duré. Parce que pendant des années, nous avons essayé de négocier directement, indirectement, etc. Aujourd'hui, on a fait des avancées, à savoir c'est pour parler de table ronde, machin, etc. Mais je pense qu'au fond, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait et que l'Allemagne pourrait aider, connaissant ses positions, c'est sur cette affaire-là, sur ses relations avec le Maroc et avec la région. Parce que l'Allemagne, elle est dans une logique de consolidation de la rive sud de la Méditerranée. Ne l'oublions pas. Même si au début, elle n'a jamais été dans cette logique. Il se considérait comme étant partie, disons, du nord de la Méditerranée. Et le sud, la région du Maghreb, est une région stratégique pour l'Allemagne. Pour tout ce qu'on peut imaginer sur le plan sécuritaire, sur la question migratoire, sur l'entrée à l'Afrique. Comme ça par toute l'Europe, pas uniquement par l'Allemagne. Non, mais l'Allemagne, vous m'avez posé la question sur l'Allemagne. Oui. L'Allemagne a une initiative sur l'Afrique pour justement en faire, trouver les leviers pour pouvoir travailler de manière plus intelligente. L'Allemagne en bilatéral avec un certain nombre de pays d'Afrique, mais surtout l'Allemagne dans une task force qui sont en train de conduire et qui très certainement donnera des résultats par la suite, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur les autres niveaux. Il y a deux initiatives allemandes ces 2 dernières années qui sont super importantes. C'est le plan Marshall d'Angela Merkel pour l'Afrique, avec des fonds qui dépassent largement ceux de puissance des États-Unis. Et puis aussi l'Allemagne qui... Les Chinois également ? Des Chinois, non. Les Chinois, c'est autrement. Les Chinois, c'est à travers des prêts concessionnels, et là, c'est autre chose. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique sur ce plan-là, on est vraiment... difficilement. Enfin, ça, c'est un autre sujet. On est vraiment dans une guerre au coude à coude sur le plan économique. Il y a les Américains, les Chinois, les Russes, les Allemands, les Français. Les Indiens, tout le monde. L'essentiel des terres arables au niveau du globe sont situées en Afrique, qui sont encore en friche. 60%. Alors j'ai le chiffre. Les minerais stratégiques. Les minerais stratégiques. C'est 60%. Ils viennent 60% des terres arabes sont en Afrique et 80% parmi les 60% sont en friche, sont inexploitées. Exploitables et inexploitées. Ouais, pour l'Allemagne, je rajouterais une deuxième initiative qui est passée peut-être inaperçue, mais depuis la démilitarisation de l'Allemagne en 1945, jamais l'Allemagne n'a envoyé un soldat, enfin, n'a eu des bases à l'étranger. Or, l'année dernière, ils ont ouvert des bases au Niger, donc dans la région du Sahel, dans la bande du Sahel, ce qui veut dire que l'Allemagne c'est un engagement ferme, très, 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 très important pour la région et donc d'abord pour
question de sécurité, question de migration, et aussi, et plus largement, enfin, pour une question économique, parce que à travers le plan Marshall, et enfin, ce qu'on appelle le plan Marshall allemand, parce que c'est pas un Marshall. Ça a un autre nom. Merkel. Plan Merkel, on va appeler ça plan Merkel. À travers ce plan, l'idée, c'est de développer très fortement le partenariat nord-sud, enfin, sur un modèle qui leur est propre. Donc l'engagement allemand est important, et pour l'Allemagne, qui est quand même, enfin, qui a, bon an, mal an, à garder l'Algérie, le Maroc, tous les pays de la région à équidistance. C'est-à-dire que... C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, enfin, dans l'économie. Elle ne s'implique pas Non, c'est trop. globalement toute sa diplomatie à l'échelle internationale depuis la fin de la guerre mondiale. C'est l'économie. Que ce soit sur le plan militaire ou le plan diplomatique. Mais ils sont très fermes sur la question migratoire. Même pendant la guerre du Golfe, on l'a vu, la première, la deuxième, c'est pas la France, et parce qu'il était tenu par un certain nombre d'abord de complexes hérités de la Deuxième Guerre mondiale, et également par ce que les accords d'armistice lui avaient imposé pendant la guerre mondiale. Donc la non-militarisation, et il s'était retranché sur l'investissement dans le domaine économique. Ne sera pas un élément négatif pour la dynamique qui a été enclenchée depuis un moment avec le secrétaire général. Ça va aller dans le bon sens pour faire pression sur l'Algérie, sur le Polisario, et surtout pour faire décider la Mauritanie de jouer un rôle beaucoup plus actif. Alors, il y a une dernière question sur le sujet avant d'aller à Londres pour le Brexit. On va passer de la grande politique allemande à la petite politique, si je peux appeler ça, un épi événement. Mais enfin, bon, ça, il faut le signaler. L'Afrique du Sud vient de déclarer sa flamme au Polisario, on va dire ça comme ça, alors qu'il y a... Pardon ? C'est historique. Non, c'est historique, mais je vous rappelle, Naïm, je ne vous apprends rien. Il y a 15 mois exactement, le roi Mohamed VI avait rencontré l'ancien président Jacob Zuma, et un début de réchauffement, on va dire, allait commencer. Puis il y a eu Cyril Ramaphosa qui est arrivé en février à la tête de l'Afrique du Sud, qui est resté donc pendant 9 mois sans rien dire. Et là, subitement, il déclare que nous sommes avec le Polisario, nous le soutiendrons, nous. Je pense que, question pour vous trois, vous réagissez ? Je pense que Naïm Kamal a raison, c'est une position historique de l'ANC. Exactement. Donc il reprend un peu, Excusez-moi de vous interrompre. Position historique de l'ANC, c'est pas historique. C'est pas historique parce que quand il y avait... Ne mélangez pas l'ANC et Mandela. C'est ce que j'allais dire. Vous avez lu dans mes pensées. Voilà. Justement. Voilà, merci. Non, il faut pas. On a tort de positionner l'Afrique du Sud par rapport à l'attitude de Mandela, qui, elle, était très positive, du Maroc et de la question du Sahara. C'est-à-dire que tant que Mandela était président de l'Afrique du Sud, jamais l'Afrique du Sud n'a accepté. Il a fallu que Mandela disparaisse de la scène politique pour que Pretoria procède à cette reconnaissance. Parce que Mandela connaît l'histoire. Il la raconte d'ailleurs. Parce que Mandela était à Berkane pendant des années. Il a vu les camps algériens, il a vu le soutien du Maroc, il le connaît, il en parle dans un meeting. Soutien financier, militaire et armé du Maroc à sa lutte contre l'apartheid. Il y a une vidéo, j'aurais bien aimé qu'un jour, avec Dr Khateb, exactement, qui était... c'est une vidéo magnifique, celle-là, c'est une image magnifique. Elle existe, on peut la retrouver, on peut la ressortir. Oui, remercier le Dr Khateb et remercier aussi l'aide du roi Hassan II et le Maroc pour son aide. C'était Mohamed V, c'est autant de Mohamed V, il était venu pour chercher des armes et de l'argent. Et Dr Abdelkrim Khatib, qui était à ce moment-là chargé des affaires africaines comme ministre, à l'époque déjà, on avait un ministre des Affaires africaines. Il avait mis de l'argent à disposition. Il lui a dit, pour résumer, je veux voir le roi. Il lui dit, pourquoi vous voulez voir le roi? Il lui dit, je veux de l'argent. Nous avons besoin d'argent pour ceci. Il dit, vous avez besoin de combien? Tant, d'accord. Vous avez besoin de quoi d'autre? Nous avons besoin d'armes. Il lui a dit, vous avez besoin quoi comme armes? Et puis c'était les entraînements. Et c'est là où il s'était mis d'accord. Le lendemain, il était revenu le voir. Naïm est en train de dire exactement ce qu'a dit Nelson Mandela dans son discours. Oui, exactement. Voilà. Il était revenu le voir. Il était revenu le voir le lendemain pour lui dire, voilà, l'argent va être... Où est-ce que vous voulez que je le mette? C'était à Londres.
Puis, où est-ce que vous voulez que je vous livre les armes? Il lui a dit à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et pour les entraînements, donc ils se sont mis d'accord. Et Dr Khatib dit à Mandela, alors, est-ce que vous avez toujours besoin de voir le roi? Il lui dit, non, merci beaucoup, ça y est. Et c'est pour cela que Mandela a dit, maintenant, je voudrais remercier cet homme. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait passer. C'était assez émouvant. Oui, Aziz Saïdi, on va passer rapidement parce qu'on a encore le Brexit. Donc, Mandela, qui connaît cette histoire, n'a jamais accepté tout ça. Or, l'ANC, qui, elle, à partir des années 60, a grandi en Algérie, a été absorbée par le processus des années 70-80, quand le monde était séparé en deux camps. Mandela était en prison. Donc ils ont quand même mis le temps à reconnaître Absedoras, puisque ça a été oui, ils ont mis du temps tant qu'il y avait Mandela. Et Mandela avait quitté le pouvoir 10 ans avant. Tant qu'il y avait Mandela aux commandes, ça ne passait pas. Mais juste rapidement, pour revenir à l'année dernière, il faut savoir aussi que, je crois que c'était en mai ou un truc comme ça, il y avait déjà Julius Malema, qui est l'ancien président de la jeunesse de l'ANC, qui a créé son propre parti rouge communiste, je ne sais plus le nom exact du parti, mais en tout cas, c'est un populiste qui se définit d'extrême gauche et qui est sorti des rangs de l'ANC, qui a commencé à haranguer les militants sur la question du Sahara, et en essayant de tirer le tapis en dessous des pieds de Cyril Ramaphosa. Donc Ramaphosa aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une échéance électorale bientôt, et donc pour un peu, il sort une vieille rengaine quelque part pour des questions politiciennes. Donc c'est une question électorale, ils ont des élections législatives en mai. Oui, parce que je reprendre un peu les classiques. C'est ton analyse de langage que moi. Je ne pense pas que le soutien de Pretoria au Polisario soit quelque chose qui est d'abord important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien financier ou de soutien militaire. Et en plus, je ne pense pas qu'il est appelé à durer dans le contexte actuel. Oui, c'est ça. Bien, Driss Essaoui, un dernier mot rapidement sur ça, non? Non, mais c'est-à-dire, très rapidement, il est tout à fait normal que, vu ce que est en train de vivre l'Afrique du Sud, avec une reconstruction, une recomposition, disons, et du parti et du pouvoir, il était normal qu'il revienne à cette chose-là. Moi, je dirais même que peut-être le fait qu'il le fasse comme ça, c'est une façon, c'est un faire-valoir pour les arguments positifs que le Maroc est en train de développer, et pour toutes les positions qu'il est en train d'acquérir, il faut bien qu'il y ait un opposant à tout cela. Très bien. Alors nous allons laisser le dossier du Sahara marocain, nous allons attendre donc le deuxième round pour voir ce qui va s'y passer. Et on passe à notre deuxième thème international, Londres, Brexit, Union européenne, ça ne va pas. Une défaite historique du gouvernement de Theresa May qui n'a pas su ou pas pu convaincre les députés de voter l'accord sur le Brexit négocié dans la douleur avec Bruxelles. La commission de Bruxelles s'énerve, pose un ultimatum et les choses en sont là. Hier, mercredi, il y a 2 jours, avant-hier, il y a eu un vote de confiance. Il y a eu un vote de confiance, il y a eu une motion de censure qui n'est pas passée de justesse. Alors, Aziz Saïdi, en gros, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est un accord sur plusieurs centaines de pages, 450, 500. C'est quoi les grands termes de cet accord qui a été sèchement refusé par les Britanniques? Moi, je ne veux pas parler des grands termes, mais en tout cas, les points les plus saillants, c'est d'abord la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est le statut des expatriés britanniques dans l'Union européenne, et puis surtout l'amende que doit payer la Grande-Bretagne à l'UE pour sortir. Donc ça, grosso modo, c'est les 3 points qui me paraissent. C'est une amende ou ce sont des arriérés? C'est une amende ou ce sont des arriérés? C'est une amende que tu payes. Donc 40 milliards. C'est dans les statuts de l'Union européenne. 40 milliards, ça fait cher, ça. Ça fait quand même une belle divorce qui coûte cher. Un divorce qui coûte très cher. Oui. Donc, pour moi, c'est les principaux éléments. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, parce que c'est une relation qui... Les 40 milliards, je crois, c'est une dette. Là, en cas de il y a une amende, il y a une partie qui est une amende. Il y a une partie qui est une amende. Voilà. Il y a aussi le fait de rendre les subventions.
C'est tout un calcul complexe, mais en tout cas, c'est quelque chose pour justement se séparer. Et donc cet accord, s'il n'est pas passé, c'est d'abord parce que les lords britanniques ont estimé qu'il était défavorable à la Grande-Bretagne, mais aussi... Même au niveau de l'opinion publique, ils se sont réveillés sur un accord qui était complètement défavorable, même sur le plan commercial. On laisse terminer l'idée, après vous réagissez. Juste pour terminer l'idée rapidement, c'est qu'il est défavorable, mais aussi qu'il y a eu un manque de concertation de Theresa May avec les conservateurs, même de son propre camp, pour aller négocier avec l'Union européenne. Beaucoup lui reprochent d'avoir privilégié Bruxelles sur la position même de ses alliés. Donc c'est quelque chose. Et si la motion de censure n'est pas passée, c'est d'abord parce que entre la peste et le choléra, ils ont gardé la peste parce qu'ils veulent absolument pas. Ils n'avaient pas le choix. C'est pour ne pas provoquer des. Laissez-le terminer, Naïm, après vous réagissez. C'est pour ne pas provoquer et pour ne pas donner une chance à Jérémy Corbyn le patron du Parti travailliste, qui lui est considéré comme plutôt de l'aile gauche du Parti travailliste et qui donc, tous les conservateurs et les nationalistes l'ont en horreur. Donc forcément, maintenant, on garde Theresa May pour ne pas risquer d'avoir Corbyn. C'était quand même agressif, Driss Essaoui, après Naïm. Vous voulez réagir? Non, ma réaction, elle est simple. C'est-à-dire aujourd'hui, la configuration, elle est très claire. Il y a un accord qui n'a pas été accepté. L'Union européenne ne veut rien changer à sa copie. Et la pression est toujours là au niveau interne par rapport, dans la rue. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut qu'on revienne à un nouveau référendum, d'autres qui vous disent non. Mais si rien n'est fait d'ici la date, la date butoir qui a été fixée, cela veut dire... 29 mars. Le 29 mars, si ce n'est pas fait à cette date-là, les pays européens devront prendre un certain nombre de mesures quoi les scénarios de sortie assez restrictives. C'est quoi les scénarios? À mon avis, le scénario, il est très clair. Je pense qu'on est en train d'aller vers un non-accord et que la Grande-Bretagne va se retrouver seule devant son opinion publique, devant ses électeurs, Theresa May particulièrement, et du côté européen, ils vont mettre en avant un certain nombre de mesures coercitives et restrictives sur le plan douanier, sur le plan de l'établissement. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même... Il y a des Français, des Allemands, etc., établis à Londres et qui vont se retrouver dans un régime fiscal complètement différent et il y avait des accords. Dans l'accord, il y avait des dispositions. 3 millions d'expatriés européens, c'est quand même pas rien. C'est dans les deux sens. De toutes les manières, aujourd'hui, on ne peut pas juger ce qui va se passer à partir des positions publiques des uns et des autres, parce qu'on est dans une surenchère. Vous avez voulu quitter l'Union européenne, on est arrivé à un accord, vous n'avez pas réussi à le passer. Nous, on a fait ce qu'on devait faire. On a été vers le maximum. À vous de régler vos problèmes. Mais ils sont obligés. Le gouvernement May est obligé de soumettre un plan B d'ici à lundi. Oui, bon. Donc c'est pas aussi facile que ça. Le plan B, tu ne peux pas refaire tout l'accord. En même temps. Oui, mais un plan B. Non, il faut aussi que ce soit accepté par l'Union européenne. Un plan B. On est en train de dire ou alors laisser la Grande-Bretagne sortir sans accord. Et là, ça va être la catastrophe pour tout le monde. Il ne faut pas croire, parce que la Grande-Bretagne... Même les valeurs boursières, elles vont être Il secouées. ne faut jamais oublier que Londres est la plus importante place financière. La plus importante place financière, que c'est un pays très important, d'un poids économique très important en Europe. On ne peut pas le traiter n'importe comment. Il y a le danger de l'Irlande. Je peux terminer. De l'Écosse. On laisse terminer, après vous réagissez. Allez-y. Donc vous savez, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, depuis le début, depuis son entrée au sein de l'Union, à l'époque de la CE, elle a toujours eu un statut à part. C'était un peu l'enfant gâté qui dictait ses choix à l'Union européenne. On était obligé de tenir compte de... Ils ne sont pas dans le Schengen, ils ne sont pas dans la monnaie unique. Ils ne sont pas dans un tas de choses, alors que c'est peut-être avec l'Allemagne, la France, le pays le plus important
du continent et dans le monde. Il ne faut pas oublier que je crois que c'est la 4e puissance mondiale. Oui, ils ont toujours eu une position atlantiste. Donc ils ont eu une position, non, mais ça, d'ailleurs, c'est pour ça. Historiquement, De Gaulle s'était opposé à l'entrée de la Grande-Bretagne. C'était pour des raisons. Parce qu'il avait cette profondeur historique. Il savait, parce qu'il y a vécu pendant la guerre, il savait ce que c'était la Grande-Bretagne et l'Europe. D'ailleurs, Churchill, à l'époque, lui avait dit si j'ai à choisir entre les États-Unis et l'Europe, je choisis les États-Unis. Si j'ai à choisir entre la France et. Non, entre le large et la France, je choisis le large. C'était Churchill. Donc, c'était Churchill, oui. Alors, Aziz, il nous reste une petite poignée de minutes. Aziz, Driss Essaoui, pardon. Je laisse peut-être à Aziz terminer. Allez-y. J'ai une dernière question que je voudrais poser, mais je vous laisse déjà réagir, vous et Driss. Non, juste sur cette question par rapport au scénario possible. Comme vous l'avez dit, lundi, il y aura forcément de toute façon un plan B. Alors un plan B, ça veut dire quoi? C'est un plan à minima? Et en plus, même s'il passe dans la Chambre des Lords, il faudra aller le défendre encore une fois face à Bruxelles. Alors il y a un deuxième scénario qui est celui du report de la date du Brexit. Du 29 mars. Oui. Or, même dans ce scénario, il y a un problème, parce qu'il y a les européennes qui arrivent. qui tombent en mai. Donc, on risque de se retrouver avec un Parlement européen qui est dominé par les populistes et l'extrême droite, et là, les choses seront complètement différentes. Et puis aussi, le fait de refaire la possibilité du troisième scénario, qui est celui de revenir aux urnes. Soit pour les législatives, soit pour reprendre le référendum. Or, de revenir aux urnes, déjà, ça veut dire depuis le vote d'avant-hier, c'est fini, ça, le retour aux urnes, parce que Theresa May a été confirmée. Non, je parle de retour aux urnes. Sur le Brexit. Sur le Brexit. Sur le référendum. Ça veut dire référendum. Très bien. Ou alors, Theresa May. Elle démissionne. Elle démissionne, elle dit là, je n'ai plus de marge de manœuvre, je ne peux plus agir, donc je vais vers les urnes. D'ailleurs, c'est une carte qu'elle. Mais c'est dans la culture britannique exactement, aussi. mais c'est une carte aussi qu'elle peut faire jouer face aux conservateurs pour qu'ils la soutiennent. Donc ça, c'est les scénarios possibles. Mais j'ai envie de dire que, vu la réaction des marchés dernièrement, ces 2 derniers jours, qui ont reçu. Qui ont reçu de manière positive ce rejet. Ça veut dire que le scénario auquel les marchés croient, c'est le retour à un référendum. Et parce que c'est ce qui pourrait rassurer les marchés. In fine, c'est de revoir, c'est de rediscuter pour que la Grande-Bretagne ne sorte pas. Maintenant, est-ce que ça sera, si on revient au référendum, est-ce que la réponse changera? Je ne sais pas sûr. Et puis en plus, il y a d'autres questions subsidiaires, qui est celle, par exemple, de l'Écosse. L'Écosse, elle a voté contre le Brexit. Absolument. Et elle a voté aussi d'un cheveu contre l'indépendance. Or, s'il y a Brexit, est-ce que l'Irlande et l'Écosse. Oui, mais l'Écosse, c'est plus... c'est plus marqué. 60% c'était l'Écosse, ils sont plus 55 tranchés. et quelques... L'Écosse, en fait, était restée au référendum de 2014, elle était restée au sein du Royaume-Uni. Elle était restée au sein du Royaume-Uni parce qu'il y avait l'Union européenne. Parce que l'Union européenne lui avait dit que si vous sortez du Royaume-Uni, vous ne rentrerez pas à l'Union européenne. Là, maintenant, les choses sont inversées. Donc à mon sens, le scénario du pire, ça serait un no deal Brexit, c'est-à-dire pas d'accord et on sort. Et là, donc, l'Union européenne se met à émettre des mesures coercitives, les autres qui réagissent, donc ça dégénère. Et puis, on a l'Écosse qui est très, très liée à l'Union européenne économiquement et qu'on a besoin, un besoin vital du maintien dans l'Union européenne, peut redemander un référendum pour l'indépendance. Et là, on verrait, à cause du Brexit, l'Écosse quitter la Grande-Bretagne. Dernière question pour vous, Driss Essaoui, avec ce qui se passe. Donc, deux pays européens au gouvernement extrêmement fragile, que ce sont l'Espagne et l'Allemagne. Une France empêtrée dans une crise sociale avec les gilets jaunes. Le Brexit au Royaume-Uni. Tout ça sous le coup de boutoir de Donald Trump, avec une Chine qui arrive. Est-ce qu'il ne serait pas temps, maintenant, vous avez 1 minute 30 pour répondre à ça, est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir tout le fonctionnement de l'Union européenne? Depuis un moment, l'ordre politique et économique international, il est remis en cause, ça c'est clair. Que ce soit au niveau des leaderships, des règles de fonctionnement, et surtout avec cette touche de Donald Trump qui a détricoté tout ce qu'il y avait.
le multilatéralisme, l'OMC, etc. Alors on est vraiment devant de grands problèmes. Les gilets jaunes en France, c'est une ovni. Même sur le plan, c'est-à-dire pour la France, ils n'arrivent pas à le lire ni à l'expliquer, ils sont en train de le gérer maintenant. Pour le reste, l'Europe, les États-Unis, l'ordre mondial, moi je pense qu'il y a un ordre mondial en préparation et auquel il faudra justement faire face. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pardon ? Une seconde pour dire que le spectacle du Parlement britannique est extraordinaire. Merci donc à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.